Bienvenue sur SoundPixel Lab. Dans cette vidéo, nous allons aller un peu plus loin dans l'utilisation de V2X-CAD et la simulation d'un filtre passif. Générique. Avant de commencer, je voudrais encore une fois remercier les 6 autres fondateurs de SoundPixel Lab. Cédric, Cro sur le forum et créateur de Just Date, Cyril, alias Cyril A sur le forum, Franck, Sensunda sur le forum et sur YouTube, Jean-Marc, alias l'Indien, Julien, WakeUp2 et professionnellement Eikos Audio, et Nicolas, alias Nicolas, mais aussi AudioHorn professionnellement. Clairement, s'ils n'étaient pas là, certains sujets ne seraient pas aussi clairs, et je leur dois en grande partie toutes les connaissances que j'ai en audio. Cette vidéo, comme les autres, est donc un travail collectif. Je ne suis que le frontman, comme on dit. Et bien entendu, un grand merci à vous d'être là pour regarder ces vidéos. Allez, on attaque. Alors même si je vous conseille de regarder la première partie théorique sur les filtres, je vous mets ici le timecode pour aller directement à la partie où j'attaque le filtre de l'enceinte. Le filtrage. Alors, il y a beaucoup à dire et je ne pourrais clairement pas être exhaustif. Mais j'espère que vous aurez déjà une idée de comment simuler un filtre et des points qu'il faut contrôler si vous vous lancez dans l'aventure. En premier, à quoi sert le filtre? À filtrer, oui. On va tout de même définir ça un peu mieux. Un haut-parleur a une plage de fréquence où il sera à l'aise, et c'est cette zone que l'on veut utiliser. Hélas, il ne s'arrête pas à la reproduction exclusive de cette plage de fréquence. Il va généralement au-delà. Le filtre va permettre d'exclure les fréquences que l'on ne souhaite pas faire reproduire au haut-parleur. Avec notre petite enceinte et l'analyse que l'on a fait dans la précédente vidéo, le grave médium va travailler jusqu'à environ 2000 Hz et ensuite l'aigu prendra le relais pour monter jusqu'à 20 000 Hz. Il faut couper tout ce qu'il y a au-dessus de 2000 Hz pour le grave médium et tout ce qu'il y a en dessous pour l'aigu. L'autre travail possible du filtre est de corriger la réponse en fréquence. Là encore, nos haut-parleurs n'ayant pas une réponse parfaitement plate, il faut la corriger dans la mesure du possible. Maintenant, il y a deux grandes façons de faire un filtre d'enceinte. Le filtrage passif qui sera fait avec des composants passifs après l'amplification. Le filtrage actif qui sera fait avec de l'électronique active, généralement un DSP, avant l'amplification. Outre l'emplacement du filtrage dans la chaîne, la manière de travailler des filtres n'est pas la même. Filtrer en actif a un côté intuitif, puisque l'on travaille directement sur la réponse en fréquence des haut-parleurs. On agit sur le signal envoyé, sur son niveau en tension. Alors qu'en passif, on travaille sur l'impédance, qui va avoir un impact sur la réponse en fréquence. Et c'est là toute la difficulté de la chose, puisque l'impédance n'est pas linéaire. On peut aussi évoquer une troisième méthode qui va mixer les deux, que l'on nomme habituellement un filtrage hybride. Mais peu importe la méthode employée, il va falloir que le haut-parleur filtré suive une courbe cible acoustique que l'on aura définie. Pour cette enceinte, on se concentrera uniquement sur le filtrage passif et ce sera déjà un bon sujet. La mise au point d'un filtre peut se faire de plein de manières différentes, il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre, chacun ayant ses habitudes et ses manières de faire. Cependant, il y a une part de technique qu'il faut suivre si on veut avoir un résultat convenable. Et il y a une part de personnalisation suivant ses préférences, ses envies ou encore la destination de l'enceinte. On caractérise le filtre avec deux paramètres, sa fréquence de coupure et sa pente d'atténuation. La fréquence de coupure est presque toujours définie à -3 décibels sous le niveau de référence, sauf pour le Lingvit Riley qui est à -6 décibels. Sa pente d'atténuation s'exprime en décibels par octave. On avait vu rapidement dans une des précédentes vidéos comment faire un filtre théorique suivant les composants que l'on place entre l'amplificateur et les haut-parleurs. Un condensateur en série fera un filtre passe-haut, une inductance en série un filtre passe-bas, et une résistance va baisser le niveau. Et à partir de ces trois composants, on peut faire autant d'associations que l'on veut. Un petit exemple dans V2X-CAD. Si je place une simple inductance de 2 mA en série sur le haut-parleur idéal,
je vais avoir une atténuation de plus en plus forte au fur et à mesure que je monte en fréquence. On voit que la pente possède une zone de transition avant de se stabiliser. Mon niveau de référence est à 80 décibels, donc si je vais à 77 décibels, je vais avoir ma fréquence de coupure ici, autour de 635 Hz. Comme je n'ai qu'un seul composant en série, je vais avoir un filtre de premier ordre, c'est-à-dire ayant une pente stabilisée à 6 décibels par octave. Donc à chaque doublement de la fréquence, je vais perdre 6 décibels. Si je regarde dans la zone stabilisée, mettons à 5000 Hz, j'ai un niveau à 62 décibels. Si je monte à 10 000 Hz, je trouve 56 décibels. On a bien 6 décibels de différence. Si je veux avoir une pente plus forte, je vais faire un filtre d'ordre 2, en ajoutant en parallèle au haut-parleur un condensateur et j'aurai alors une pente de 12 décibels par octave. On a toujours nos 635 Hz environ à moins 3 décibels, et la pente est bien passée à 12 décibels par octave. 60 décibels à 2000 Hz, et si je monte à 4000 Hz, je suis à 48 décibels. Une pente encore plus forte, 18 décibels par octave, en ajoutant une inductance après cette première cellule. 24 décibels par octave en ajoutant un condensateur, etc. etc. Vous avez le principe, et c'est la même chose pour faire un filtre passe-haut, sauf que c'est le condensateur qui est en série et l'inductance en parallèle. Alors du coup, avec notre petit exemple idéal, si j'assemble deux haut-parleurs idéaux ayant chacun une coupure à 635 Hz, j'aurai une belle droite globale. Eh bien non, on a plus 3 décibels à la fréquence de croisement. Le monde merveilleux des pentes de filtrage et encore mieux les types de filtres. Mais si, vous avez déjà entendu parler, Butterworth, Bessel, Chebyshev et le plus connu, Lingvitz-Riley. De tous ces types de filtres, c'est celui qui permet de s'en sortir le plus facilement. Ce n'est pas pour rien qu'il est très souvent cité et employé pour filtrer des enceintes. Sa particularité, comme dit avant, c'est qu'il a une fréquence de coupure notée à moins 6 décibels, et cette fréquence sera la même pour les deux filtres passe haut et passe bas, contrairement aux autres filtres. Et en plus, il permet d'avoir une réponse en fréquence parfaitement plate, et une fois les deux assemblés, et en prime, une mise en phase parfaitement bien calée. On va faire une petite parenthèse technique pour bien comprendre le fonctionnement de l'ensemble amplificateur-filtre-haut-parleur dans le cas d'un filtrage passif. Comme je le disais un peu avant, lorsque l'on fait un filtre passif, on ne travaille pas sur la réponse en fréquence du haut-parleur, mais sur son impédance. La modification de la réponse en fréquence n'est que la conséquence. Comment ça marche? Un amplificateur audio, c'est un amplificateur en tension. On a une tension faible qui rentre, on l'amplifie pour sortir une tension plus élevée, une tension amplifiée. On a vu que l'impédance, c'est une résistance variable en fonction de la fréquence. Donc, une tension aux bornes d'une résistance implique un courant circulant dans celle-ci, U égale RI. Si la résistance augmente, le courant diminue. Si je reprends l'inductance en série sur le haut-parleur idéal, on voit bien que plus la fréquence augmente, plus l'impédance augmente. Et la conséquence est une baisse de niveau SPL sur la réponse en fréquence. La courbe d'impédance que l'on voit ici est l'impédance vue par l'amplificateur, donc l'impédance globale du filtre couplé au haut-parleur. Pour simplifier, on est face à un pont résistif qui voit sa résistance changer avec la fréquence. Plus la fréquence augmente, plus l'inductance devient résistive, et donc, plus la fréquence augmente, moins le haut-parleur reçoit de courant et par conséquence, son niveau SPL chute. Alors j'insiste bien sur ce point puisque c'est primordial pour comprendre le fonctionnement d'un filtrage passif. Bon, c'est sympa tout ça, mais là c'est le monde idéal des haut-parleurs avec une réponse en fréquence et une impédance linéaire. Avec nos haut-parleurs, ça ne sera pas pareil, on retourne dans V2X-CAD. J'ai créé mon projet avec mes deux haut-parleurs. On a les courbes polaires venant de Room-EQ Wizard et l'impédance. Je vais ensuite dans l'onglet Crossover et je commence avec le grave médium. Je le câble en direct et on retrouve bien notre courbe mesurée dans l'axe, les hors-axes, l'impédance et la phase. Faire un filtre est quelque chose qui peut paraître simple si l'on ne regarde que la réponse dans l'axe. Dans la réalité, c'est autre chose, surtout en passif. Et si vous demandez à 10 personnes de vous faire un filtre, vous aurez 20-30 propositions différentes.
Pour ce projet, j'ai déjà testé 4 ou 5 filtres différents sans parler des multiples simulations. Et juste en écrivant ce script, j'en ai trouvé un nouveau alors que j'avais ma version finale. Mais comme je voulais vous expliquer la démarche en refaisant pas à pas le filtre, j'ai trouvé une nouvelle manière de faire avec un filtre qui est encore même un peu mieux. Et c'est là tout l'intérêt et la puissance de V2X-CAD. On peut simuler quantité de filtres parce que c'est facile, et surtout parce que la simulation est très précise. Et avec l'expérience, on fera de moins en moins d'itérations et on ira de plus en plus rapidement vers le filtre définitif. La courbe de réponse en fréquence que l'on voit dans V2X-CAD est bien la courbe de l'enceinte seule, comme si nous nous trouvions dans une chambre anéchoïque. Donc une fois le filtre réalisé, on doit avoir une réponse en fréquence relativement linéaire dans l'axe. Du coup, on va reparler de l'effet de baffle. On ouvre l'outil diffraction de V2X-CAD et on entre la taille de la façade de l'enceinte, la position du grave et le micro lors des mesures. La courbe de diffraction théorique s'affiche ici. On trouve un point de pivot autour de 500 Hz environ et une petite bosse dans les 1200 Hz. Dans RoomEQ Wizard, si je superpose les courbes en champ proche et en champ lointain de mon grave médium, on retrouve bien cette courbe théorique avec une remontée du niveau dans les 1000-1200 Hz et une baisse progressive du grave avec un pivot autour des 500 Hz. La théorie semble bien respectée. Alors pour ne pas avoir une enceinte avec un grave en retrait, voire absent, il va falloir compenser l'effet de baffle, c'est-à-dire que l'on va descendre le niveau du médium au niveau du grave. C'est la compensation de l'effet de baffle, avec comme acronyme anglophone BSC. La solution la plus largement utilisée est de compenser cet effet directement au filtrage, ainsi, pas de problème, on aura une enceinte polyvalente que l'on pourra mettre un peu partout. On peut ne pas compenser l'effet au moment du filtrage, soit pour des raisons d'intégration, soit parce qu'il n'y a rien à compenser, comme c'est le cas avec les enceintes encastrées par exemple. Maintenant on va parler filtre et pente. Ce que l'on cherche à atteindre quand on filtre un haut-parleur, c'est une courbe cible acoustique. Dans le cas d'un haut-parleur idéal, la fonction de transfert du filtre, c'est le terme pour désigner la courbe du filtre, correspondra à la courbe cible acoustique. Si je fais un filtre ayant une pente de 12 décibels par octave électrique, j'aurai 12 décibels par octave acoustique. Mais on n'a pas de haut-parleur idéal. On a vu que le Lingvitz-Riley est le filtre le plus facile à utiliser. Je vais partir là-dessus et je vais choisir 2000 Hz comme fréquence de croisement. On verra qu'avec les ajustements de composants à la simulation, voire la mise au point, cette fréquence peut varier un peu. Pour la pente, 24 décibels par octave est souvent utilisé. C'est une pente assez forte pour facilement isoler les problèmes hors bande utile, sans avoir besoin de trop de composants. Je fais un clic droit dans la zone graphique et je choisis Optimiseur. Dans le cadre Textbook Target, je commence par choisir dans le menu déroulant Low Pass, le filtre Lingvitz-Riley. En dessous, je choisis l'ordre à 4 pour un filtre à 24 décibels par octave, et la fréquence de coupure à 2000 Hz et je ferme la fenêtre. Je place simplement une inductance en série pour voir l'effet qu'elle va avoir sur mon grave médium. Pour le moment, je laisse la valeur par défaut de 1 mH. Là, on voit deux choses. Une fois l'inductance en place, on a presque linéarisé la courbe du grave médium et l'effet de baffle est déjà compensé. On voit aussi que notre courbe cible est un peu au-dessus de la courbe du grave médium. Je vais devoir corriger le niveau de la courbe cible. Comme il s'agit d'un filtre passe-bas avec une inductance en série, celle-ci a une résistance interne. Il faut que je rentre une valeur en rapport avec un composant existant. Pour celle-ci, par exemple, la DCR est de 0,44 ohms. Je rentre la valeur de 0,44 ohms dans la case DCR. On voit que la courbe dans le grave baisse un peu. J'ouvre l'optimiseur et j'ajuste le niveau SPL avec la molette de la souris pour m'aligner sur la zone entre 300 et 600 Hz. Maintenant j'ai un niveau de référence plutôt correct et ma courbe cible est à la bonne place pour commencer mon filtre. C'est là que ça devient intéressant parce qu'il va falloir superposer la courbe de réponse du haut-parleur avec la courbe cible fixée. Mais il faut le faire en surveillant tous les autres paramètres. Déjà il va falloir que la phase vienne s'aligner au maximum avec la cible. Et lorsque l'on aura le tweeter dans le jeu, que les deux soient alignés au mieux. Au niveau du filtre et de sa fonction de transfert, on regardera qu'il n'y ait pas de surtension vraiment brutale qui s'envole loin au-dessus de 0, mais ça se reflètera sur la réponse en fréquence et l'impédance.
Pour l'impédance, il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas trop faible pour ne pas faire souffrir inutilement l'amplificateur. Et pour la directivité, on veillera à ne pas avoir d'accident marqué. Faire un filtre, passif ou actif, c'est un jeu de compromis entre tous ces points. Maintenant, il faut que je rajoute des composants pour faire coller ma courbe de réponse à la cible acoustique. Eh bien, allons-y avec un condensateur en parallèle. On voit bien son effet. Si je change la valeur du composant, je fais bouger la bosse et avec une valeur entre 27 et 33 microfarad, j'arrive à faire coller une partie de ma courbe sur la cible. Mais j'ai une bosse vers 1100 Hz et mon niveau autour de 600 Hz est remonté un peu. Et oui, un filtre passif, ce n'est pas des belles pentes directement. Suivant l'association des composants, on aura des effets différents et même parfois surprenants. Si je change la valeur de l'inductance par une 1,2 mH, j'arrive à réaligner le 600 Hz. Et avec un condensateur de 27 microfarad, on est plutôt bon sur la pente. Il reste toujours la bosse sur la réponse en fréquence. Là, on commence à rentrer dans le subtil. Vous allez voir le genre de prise de tête que l'on peut avoir avec un filtrage passif. Mais en dehors du fait que ça peut être assez chronophage, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Pour raboter une bosse de la sorte, sur la réponse en fréquence, on a deux possibilités. Dans les deux cas, on va associer les trois composants de base pour faire un filtre d'égalisation, un notch en anglais. Alors soit on monte ces trois composants en parallèle, et on insère le tout en série avec le haut-parleur, soit on monte les trois composants en série et on insère le tout en parallèle du haut-parleur. Avec les trois composants en parallèle, c'est presque bien, mais l'action est trop large, et surtout il y a un effet assez étrange sur la réponse en fréquence. On a beau jouer avec les valeurs, ça ne fonctionne pas. Et puis si on regarde l'impédance, il y a une zone où elle descend beaucoup. On pourrait utiliser la self déjà en place. Mais là aussi, l'effet n'est pas idéal puisque les fréquences hautes remontent. Du coup, ça implique de devoir rajouter une autre cellule de filtrage. Et ajouter une cellule de filtrage va nous faire retravailler la première et va apporter d'autres problématiques. Et avec la cellule RLC câblée en série, en parallèle sur le haut-parleur, ça donne quoi? Positionné avant le haut-parleur et avec les bonnes valeurs ajustées en bougeant le niveau de l'optimiseur, on voit que la courbe du haut-parleur colle parfaitement à la courbe cible. Sur l'impédance, l'effet est assez transparent et lisse même la zone autour des 1 kHz. En bonus, la phase se décale même vers la cible. Mais attention avec cette cellule, parce que si je la place avant l'inductance, il se passe quoi? L'effet ne se fait remarquer que sur l'impédance et pas du tout sur la réponse en fréquence. Et c'est assez logique puisque c'est une cellule qui est placée en parallèle sur le signal directement au niveau de l'amplificateur. On a un effet sur l'impédance, mais pas du tout sur la réponse en fréquence. Et c'est là toute la partie sportive du filtre passif. Sur notre filtre, l'inductance va agir sur l'impédance qu'elle voit après elle. Si je chante l'inductance, on voit que le condensateur et la cellule RLC n'ont aucun effet sur la réponse en fréquence. En revanche, ils impactent l'impédance. Le condensateur seul va faire tendre l'impédance, vue par l'amplificateur, vers 0, et ce n'est pas bon du tout. La cellule RLC va, elle, raboter la bosse autour des 1000 Hz. Du coup, lorsque j'insère l'inductance en série, son action sur l'impédance sera différente, puisque j'ai modifié celle-ci après elle, et par conséquent, son action sur la réponse en fréquence sera différente. Chaque cellule de filtrage ou de correction va influencer ce qui est en amont. C'est pour ça qu'en dehors de trouver les bonnes valeurs de composants pour réaliser le filtre, il faut aussi trouver la bonne position des éléments entre eux. Allez, on passe à l'aigu. J'ouvre mon circuit de grave et je change la courbe cible dans l'optimiseur. La première chose que l'on peut faire, c'est classiquement de mettre un condensateur en série. Bon, il se passe quelque chose, mais le niveau est bien trop haut, il faut le réduire. Mettons une simple résistance en série dans un premier temps. En ajustant à 12 ohms, c'est pas mal, et en jouant un peu sur le condensateur, je m'approche de la courbe cible. Il y a un pic sur la réponse en fréquence autour des 1300 Hz. Du coup, je vais appliquer la même chose que sur le grave médium avec un RLC série en parallèle sur le tweeter. Petite astuce pour voir son effet plus facilement, vous pouvez shunter la résistance.
Comme ça, vous avez un beau creux bien marqué. Et en jouant sur les valeurs du condensateur et de l'inductance, vous pouvez jouer sur la largeur de ce creux. C'est ce que l'on appelle le facteur de qualité, le facteur Q. Dans ce cas, une forte valeur de condensateur et une faible valeur d'inductance donnera un pic assez large, donc un facteur Q faible. Inversement, un condensateur de faible valeur et une forte inductance donnera un pic étroit, donc un facteur Q élevé. Une fois que j'ai trouvé ma fréquence, j'ajuste la valeur de la résistance pour avoir une belle courbe. Mais là, je suis assez loin de ma cible. Je vais baisser la valeur du condensateur en série et avec 2,7 microfarad, mes deux pentes se superposent. Problème, j'ai un manque entre 2000 et 7000 Hz. Ici, on est face à une pente trop faible par rapport à la cible. Je vais ajouter une inductance après le condensateur pour voir ce qu'il se passe. Avec simplement une inductance de 1 mH, j'ai presque ce qu'il me faut. J'augmente le condensateur à 3,3 microfarad et c'est plutôt bien. En jouant sur la résistance série de l'inductance, je joue sur le niveau de la courbe. La phase est bonne, l'impédance n'est pas trop basse, et si je remets le grave médium en jeu, on a quelque chose qui semble être valable. Alors je dis « semble être valable » parce qu'il y a un élément qui va poser problème. Par expérience, la remontée d'énergie à 3 kHz présente dans l'axe et hors axe va poser problème. On le voit sur la réponse dans l'axe, sur la réponse en puissance, et sur la directivité. Et ce pic bien visible va avoir pour effet une agressivité dans l'écoute. Rappelez-vous, ce que l'on entend au point d'écoute est un mix de ce qui vient de l'axe des enceintes en direct et ce qui est renvoyé par la pièce. Cette remontée de niveau entre 2 et 4 kHz est assez classique lorsque l'on fait des enceintes comme celle-ci, même avec des colonnes, et que l'on utilise des tweeters à dôme. Ou alors, il faut faire des guides d'onde un peu plus élaborés que celui-ci. Essayons avec une cellule RLC série pour corriger ce point. Après quelques ajustements de valeur, on arrive à ceci. La mise en phase est bonne, avec un suivi de phase très propre entre les haut-parleurs. L'impédance est assez classique d'une 2 voix, avec ce pic vers la fréquence de croisement, et qui culmine à seulement 26 ohms. On a une impédance minimale de 4 ohms autour des 180 Hz, et on voit aussi qu'en fin de bande, l'impédance remonte, ce qui est une bonne chose pour l'amplification. Et vous allez me dire que la courbe dans l'axe n'est pas parfaitement linéaire. En effet, c'est assez courant sur des enceintes comme celle-ci de creuser la réponse en fréquence dans l'axe dans cette zone pour limiter l'agressivité qui en résulte. Cependant, il ne faut pas trop creuser non plus, ça reste une correction à utiliser avec parcimonie. Ici, j'ai un creux d'environ 2 décibels, c'est assez peu. Si on doit creuser un peu plus, 3-4 décibels, c'est qu'un truc ne va pas ailleurs et le risque est de vraiment détériorer la réponse dans l'axe et de créer d'autres problèmes. Pour ajuster cette correction, il faut regarder la réponse en puissance et la directivité pour trouver le bon compromis. La réponse en puissance, la courbe bleue, a une descente plutôt linéaire. Sur la directivité, la zone à 3000 Hz est lissée et il n'y a pas d'accident notable. Il faut toujours voir l'ensemble et pas seulement la réponse dans l'axe. Alors je pourrais creuser un peu moins la zone des 3 kHz, mais j'aurai alors une remontée de cette zone hors axe avec comme résultat une écoute potentiellement agressive une fois les enceintes en place. Et bien nous voilà avec un point de départ plutôt pas mal. Alors déjà, on arrive à coller assez bien aux cibles acoustiques. Parfois ce n'est pas le cas, il faut alors changer le type de filtre ou la pente pour trouver ce qui ira le mieux avec le ou les haut-parleurs. Mais même comme ça, si les haut-parleurs sont assez éloignés l'un de l'autre avec un filtrage passif, il sera parfois très compliqué, voire impossible de parfaitement bien mettre en phase les haut-parleurs entre eux. Ensuite, j'ai commencé par le grave. Certains commencent par l'aigu, filtrent ensuite le grave, puis réajustent le niveau de l'aigu. Bon, vous l'aurez compris, il n'existe pas de manière de faire meilleure qu'une autre. Notre conseil est qu'il faut surtout respecter les points techniques que l'on a vus. Utilisez les haut-parleurs dans leur zone idéale si possible. Les faire coller à une cible acoustique est définie dans le but d'avoir une réponse en fréquence linéaire dans l'axe. Vérifier que la mise en phase et le fast tracking sont bons, vérifier qu'il n'y a pas d'accident trop marqué hors axe, et avoir une impédance qui n'est pas trop faible et qui ne descend pas exagérément en fin de bande. Si tous ces points sont respectés, le reste ce n'est que de la personnalisation.
Maintenant, il faut câbler le filtre, le mesurer, l'écouter, et éventuellement faire quelques petits ajustements si un truc ne semble pas convenir au moment de l'écoute. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. À bientôt!